Merci beaucoup. Merci évidemment au Musée Carnavalet et à l'équipe, à Noémie, à Susanna Muston pour leur accueil, pour toute leur participation par rapport à la présentation, la préparation de cette journée d'études. C'est un des éléments qui nous avait semblé effectivement très formateur que la préparation de ce type de journée et qui a conduit effectivement la 10e cohorte, en quelque sorte, la 11e cohorte même, effectivement, du master musée et nouveaux médias, anciennement muséologie et nouveaux médias, effectivement, à se développer. C'est donc, en quelque sorte, donc, le 10e anniversaire, et effectivement, c'était l'occasion aussi d'évoquer quelques années et quelques transformations, évidemment, du monde des musées. C'est-à-dire que c'est assez fascinant d'imaginer en 2010, où étions-nous, que faisions-nous, et effectivement, 2014, c'est pour le monde des musées aussi bien l'ouverture du MUSEM, du musée des Confluences, c'est la fin de la trilogie de la nuit au musée, et en même temps, évidemment, ce sont des épisodes tragiques qui font que vous vous souveniez certainement où vous étiez quand vous les avez appris. C'est un monde déjà très très différent, et sur le plan du numérique, évidemment, c'est aussi une transformation absolument radicale. Mais déjà, à cette époque-là, on se rendait bien compte, effectivement, que le numérique était évidemment un enjeu et en même temps qu'il n'existait très peu de formation sur les musées et les nouveaux médias de manière spécifique. Bien entendu, il y avait des spécialistes et notamment, je salue bien sûr Geneviève Vidal qui viendra vous en parler de manière bien plus précise que moi. Mais en même temps, une formation directement ancrée sur ce principe n'apparaissait pas directement sur les écrans. Il y avait une grande concentration, en revanche, de formation sur les musées à cette époque, déjà. Ça, c'est un travail qui a été réalisé il y a quelques années sur la répartition des formations à travers le monde et qui représente, comme vous pouvez le voir, la France en deuxième position, c'est-à-dire avec un très grand nombre de formations, mais beaucoup étant liées plutôt à des départements d'histoire de l'art ou d'histoire, en lien avec, pourrait-on dire, une formation un peu patrimoniale et destinée en quelque sorte pour des historiens d'art à avoir un peu de pratique, pourrait-on dire, pour entrer dans un créneau. En revanche, des formations plus spécifiques, bien entendu, il y en existait, mais c'est dans cette perspective, il en existait essentiellement aussi à Paris, un assez grand nombre. Et c'est dans cette perspective que le positionnement qui a été choisi reflétait d'ailleurs aussi une assez ancienne formation, qui était celle d'ailleurs qui avait été inaugurée par Bernard Deloche à Lyon, et à laquelle j'avais eu la chance de participer à partir de 1999, qui s'appelait Muséologie et nouveaux médias, pour laquelle, à cette époque-là, très clairement, le propos de la formation était de dire ceux qui vont sortir de cette formation devront créer leur poste. En 2014-2015, on savait qu'il y avait évidemment déjà des postes. On commençait à voir, il y avait déjà une thèse qui était en préparation de Noémie Couillard sur les community managers, les webmasters, etc. Et il y avait toute cette logique-là qui était en jeu. Et en même temps, il y avait un positionnement qui n'existait pas, ni à Paris 1, qui s'était beaucoup plus centré sur les expositions, à Arras aussi sur l'expographie. Il y avait bien entendu l'école du Louvre qui formait toute une série de choses, mais pas directement en lien avec justement les nouveaux médias. Et on se rendait bien compte qu'il y avait là un créneau tout à fait important à saisir et dont évidemment le recours, on pourrait dire le parcours des jeunes et maintenant des un peu moins jeunes professionnels qui sont sortis de notre master en témoigne en quelque sorte avec toutes les places qui sont occupées. Là voilà la première cohorte. Il y en a certains qui peut-être se reconnaîtront dans la salle. Ce sont les deux premières d'ailleurs, 2014-2015 et puis 2015-2016. Y compris d'ailleurs certaines personnes qui sont devenues, puisque c'est aussi un des éléments, sont devenues des enseignants au sein du master lui-même. Dans une université qui évidemment était très amiantée à l'époque d'ailleurs et qui n'existe plus tout à fait en tant que telle, en quelque sorte, même si elle a été un peu phagocytée aussi par d'autres universités, puisque depuis quelques années, nous avons un tout à fait remarquable campus sur lequel je reviendrai très brièvement. Donc, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé à ces moments-là ? En fait, ce qui s'est passé, c'est évidemment beaucoup d'intégration. Hein. C'est un des masters qui a un très fort taux d'intégration professionnelle. Potentiellement, on pourrait dire largement dans des activités, alors il faut que je mette là plutôt, dans des activités
de médiation, de communication essentiellement, on pourrait dire aussi de production, évidemment de numérique. Et c'était bien sûr l'une des éléments, forcément, qui était, on pourrait dire, un point qui nous apparaissait comme tout à fait important en tant que carte de visite, mais en sachant aussi qu'on allait développer des talents un peu couteau suisse avec la possibilité, bien entendu, de se présenter dans un panel beaucoup plus vaste de formation, de postes en quelque sorte. De postes aussi bien d'ailleurs au niveau du public que du privé, hein, avec toute une série bien sûr de musées, de municipalités, de musées nationaux, de musées régionaux, dans des collectivités territoriales, etc. Alors très brièvement, je vais passer en revue quelques éléments qui, au sein effectivement du master lui-même et de la Sorbonne Nouvelle, ont contribué évidemment à faire, à développer un certain nombre de transformations, y compris de la maquette, à commencer par la reconnaissance à partir de fin 2019 par l'UNESCO du travail de recherche avec la création d'une chaire UNESCO pour l'étude de la diversité muséale et son évolution avec son site internet qui s'appelle Muséosources et dans lequel les formations musées et nouveaux médias et médiation du patrimoine et de l'exposition sont intégrées en quelque sorte et bénéficient, pourrait-on dire, largement aussi du travail de recherche qui y est opéré. Du travail de recherche qui était un travail qui était évidemment associé à l'UNESCO depuis avant le master, c'est-à-dire qu'en 2015, lorsqu'on inaugure aussi le master, il y a une recommandation qui est la première recommandation sur les musées par l'UNESCO depuis 50 ans, à laquelle j'avais été très largement amené à collaborer et que j'ai eu l'honneur de pouvoir évaluer à 2 reprises, et qui cherchait effectivement à promouvoir, pourrait-on dire, à la fois la diversité muséale et à la fois aussi l'idée du musée à travers le monde, dans un certain nombre de lieux, bien entendu, pour lesquels la forme du musée, évidemment, en Occident, nous la connaissons très très bien, mais la concentration de musées est très très liée, est très très ténue. Effectivement, si on la retrouve très largement en Europe de manière très très importante et en Amérique du Nord, elle est beaucoup moins importante, par exemple, à la fois en Asie et en Afrique, un peu moins importante en Amérique latine, même si se développe à ce moment-là, effectivement, toute une pensée assez résolument novatrice. Donc toute une série de publications associées, pourrait-on dire, à tout le travail qui est fait à la Sorbonne Nouvelle et qui vise à réfléchir sur cette diversité et à adopter, c'est un des points qui apparaît comme un des éléments, on pourrait dire signature aussi de ce master, à adopter une position qui n'est pas simplement centrée sur l'Hexagone, mais qui vise à aussi comprendre comment la muséologie et les musées se développent à travers le monde et à travers effectivement plusieurs continents, plusieurs éléments, comment ils se sont adaptés, et c'était un des points importants. C'est là que, évidemment, la question du numérique est apparue comme absolument indispensable. On le savait déjà avant, mais elle s'est avérée encore plus importante pour maintenir le lien à travers ces rapports qui ont été réalisés effectivement par des chercheurs de la Sorbonne Nouvelle. Alors, je dis par des chercheurs forcément auxquels j'étais associé, et en même temps aussi quelqu'un qui nous a rejoint, qui est Fabien Van Geert, à partir de, alors j'oublie, 2018 environ, mais globalement effectivement, et qui a consolidé l'équipe, qui bien entendu a aussi co-rédigé un certain nombre d'ouvrages et qui permet effectivement de très largement développer aussi la notoriété, bien sûr, de la Sorbonne Nouvelle au niveau de la muséologie, du patrimoine et en même temps, effectivement, bien sûr, du master et des 2 masters, pourrait-on dire. La Sorbonne Nouvelle, dans le cadre justement de son nouveau campus, est équipée de 2 éléments particuliers, là aussi pour proposer en quelque sorte des nouvelles voies d'apprentissage directement associées à la pédagogie qui est mise en œuvre. D'abord, l'accueil d'une microfolie à partir effectivement de l'année dernière et pour laquelle cette année-ci, un festival a été organisé. C'était un des premiers éléments. Et ce qui est un des points intéressants, c'est qu'effectivement, ce lien entre les microfolies, ce réseau qui s'est largement développé ces dernières années à travers un certain nombre de zones qui sont moins dotées sur le plan des infrastructures culturelles et avec une large, évidemment,
un large plan concernant bien sûr la médiation numérique. Cette logique-là, elle s'est associée dans le cadre effectivement du lien Microfolie-Université à une réflexion qui vise à notamment essayer de promouvoir aussi ce type de principe qui a donné de la matière à penser pour d'autres universités qui cherchent potentiellement effectivement à les développer. Et puis, la deuxième infrastructure particulière qui s'est développée, c'était une salle de pratique muséale qui a été envisagée, pas tout de suite à l'origine, on pourrait dire, du nouveau campus, mais à laquelle on a pu parvenir en quelque sorte à une réalisation qui a donné lieu un espace de 90 mètres carrés, qui est une sorte de grand bac à sable, on pourrait dire, pour réaliser des expositions et pour véritablement les créer. L'année dernière, une des expositions, donc organisée par effectivement celles et ceux qui actuellement organisent cette journée-ci, organisation d'une exposition prospective sur ce que serait le musée en 2074. Et cette année-ci, effectivement, une exposition qui vient d'être inaugurée hier autour des fictions muséales et qui vise justement à réfléchir à la manière dont le média exposition peut refléter un certain nombre de propos, même quand ces propos sont en quelque sorte imaginaires. Alors, en 2015, c'est un des points intéressants. On imaginait évidemment un certain nombre de manières de penser le musée dans les années à venir, et on s'est bien rendu compte forcément que 2 points allaient devenir des axes tout à fait majeurs. L'un des premiers axes sur lequel forcément on savait qu'il allait y avoir des transformations importantes, c'est l'axe du numérique. Et c'est un axe évidemment qui a continué très largement à nous intéresser à travers ces différentes années, à travers bien entendu les réseaux sociaux et la multiplication de ces réseaux sociaux. En 2014, évidemment, on en connaissait un certain nombre, mais il y a toute une série de nouveaux réseaux qui se sont associés. Et on s'est bien rendu compte aussi à quel point, que ce soit par exemple des nouveaux réseaux comme Twitch, etc., à quel point effectivement les musées se sont emparés de ces éléments et qu'en revanche, un certain nombre des professionnels avaient des difficultés pour pouvoir s'en emparer et qui avaient nécessité effectivement de là aussi avoir des spécialistes qui puissent se former à la fois à la muséo et à la fois effectivement à un certain nombre d'enjeux du numérique, en sachant que lier les deux n'est pas toujours aussi évident parce que c'est, j'aurais tendance à dire, parfois des parties différentes du cerveau qui travaillent à ce niveau-là. Discuter avec un informaticien, vous comprendrez assez rapidement aussi comment les choses peuvent se passer. Évidemment, ce qui s'est transformé, c'est aussi tout l'aspect, non seulement des réseaux sociaux, tous les aspects du numérique à travers de l'immersif, à travers évidemment du numérique de plus en plus intégré, y compris d'ailleurs dans des environnements de plus en plus larges. Et puis bien sûr, une gestion des musées qui n'a pas cessé de se développer de manière absolument considérable, avec un nombre de données absolument considérable qui a explosé, qui a supposé aussi le développement des fermes de gestion de données, etc. Et bien sûr, tous ces éléments permettant aussi la création, à partir de ces éléments de big data, etc., d'une intelligence artificielle dont, dès l'année dernière, effectivement, les étudiants commençaient à se dire qu'il allait y avoir un certain nombre de transformations. Ils avaient imaginé ici la fermeture du musée du fait de l'intelligence artificielle à partir de quelques années après 2025. Évidemment, l'autre axe qui a été tout à fait structurant, pourrait-on dire, au cours de ces dernières années, c'était un axe qui avait déjà commencé à partir essentiellement, on pourrait dire, de 2010, à travers le rôle social du musée. Évidemment, c'est un rôle beaucoup plus ancien et cette logique, cette fonction de socialisation, elle existe, on pourrait dire, elle est inhérente même en quelque sorte à une certaine idée du musée. Néanmoins, à partir effectivement de l'après-crise des subprimes, on la voit se développer à travers toute une série de publications, à travers ces logiques effectivement de collaboration, de participation, qui existaient mais qui avaient pris du mou en quelque sorte et qui là tout d'un coup ressurgissent. Dans le cadre, on pourrait dire effectivement d'abord de la crise et puis qui prennent une ampleur inédite en quelque sorte à travers des musées socialement vifs, pourrait-on dire effectivement, comme l'évoquait Noémie Giard dans un article célèbre,
Et à travers, effectivement, notamment ces dernières années, cette logique à la fois du décolonial, de la réflexion sur le genre, de tout un certain nombre, évidemment, de transformations qui s'avéraient de plus en plus fondées, d'ailleurs, sur une action largement militante, activiste, visant effectivement à transformer, parfois de manière absolument radicale, le musée. Cette logique-là, elle s'insérait, on pourrait dire, dans une vision et dans des transformations qu'il importe de voir à l'échelle internationale, avec notamment d'ailleurs le développement à cette époque-là, dans les années 2020, pourrait-on dire, effectivement, on observe un développement et une structuration dans le champ muséologique, en quelque sorte, de la réflexion muséologique. Ceci est un travail qui avait été fait sur la définition et les projets de définition du musée dans le sillage de la redéfinition de l'ICOM en 2019, avec une structuration d'une pensée radicalement différente, pourrait-on dire, en Amérique latine, visant à faire du musée un acteur très largement politique en lien avec la société, etc., mais de manière beaucoup plus affirmée, pourrait-on dire, qu'on ne le retrouvait à d'autres endroits. Bien entendu, aussi, la dimension militante à travers les changements climatiques qui apparaissent de nouveau à partir des années... même si c'est un projet beaucoup plus ancien, qui ressurgissent avec beaucoup de force dans les années 2020 et qui amène d'ailleurs toute une série de transformations, y compris d'ailleurs ces actions très très emblématiques qui ont été, comme vous le savez aussi, très férocement, c'est notamment le cas de la toute première, très férocement réprimée par les acteurs. J'avais évoqué je pense dès 2013, dans un premier PowerPoint, en fait, la possibilité d'un cycle social des musées. Et ça, évidemment, les étudiants qui suivent les cours l'ont déjà plusieurs fois entendu, en évoquant effectivement la résurgence de ces thématiques. Et ce qu'il était intéressant de voir, c'est qu'en 2013, évidemment, à cette époque-là, on voyait ressurgir, on pourrait dire, cette logique. Cette logique qui n'a pas cessé, effectivement, de s'agrandir, de se développer de manière considérable. Mais ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on observe un autre phénomène qui est relativement récent, mais auquel vous avez certainement été aussi, je dirais, touché de l'apprendre, évidemment, toute la révolution conservatrice qui est en train de s'opérer en Amérique du Nord, d'une part, mais potentiellement dans tout un certain nombre de pays, et qui touche notamment les musées, et qui touche, y compris, donc, selon le décret signé il y a quelques jours par Donald Trump, qui touche notamment les musées pour lesquels il a du pouvoir, c'est-à-dire évidemment ceux de la Smithsonian, mais un grand nombre d'autres établissements qui vont se transformer en fonction évidemment de ces éléments, ou bien qui peuvent voir se couper leurs subventions, comme on a pu l'observer évidemment, y compris en France, dans un certain nombre de régions. Et c'est un phénomène qui potentiellement peut amener en quelque sorte aussi cette transformation, c'est-à-dire en fait d'une certaine manière peut-être une logique de déclin temporaire en quelque sorte, en tout cas de certaines de ces idées qui avaient très largement, on pourrait dire, traversé cette dernière décennie concernant le rôle social du musée et la fonction sociale du musée, et auquel, évidemment, il s'agira d'être extrêmement attentif dans les années à venir concernant, évidemment, la transformation de ces éléments. C'est cette logique-là avec laquelle je voudrais terminer, en quelque sorte. C'est-à-dire que derrière, évidemment, ces principes qui guident à la fois, que ce soit sur le plan du numérique ou sur le plan, évidemment, du rôle social des musées, qui structure, par exemple, notamment évidemment cette journée d'études, il y a évidemment des enjeux liés à toute la fonction de communication et de manière plus générale, on pourrait dire, la fonction de médiation du musée, avec des enjeux qui diffèrent des actions de médiation qui peuvent être beaucoup plus centrées. C'est un schéma que j'avais montré évidemment, que j'avais montré à partir, je pense, de 2013 avec Serge Chaumet dans la médiation culturelle, qui visait à développer à la fois parfois des actions tout à fait centrées sur la compréhension d'une personne, mais parfois dont certaines de ces actions, elles étaient beaucoup plus centrées sur, je dirais, le travail du groupe et la réflexion en groupe, le rapport aux autres, beaucoup plus que la transmission de connaissances ou même que la compréhension. Cette logique-là, évidemment, elle conduit à des actions de médiation qui peuvent être très largement différentes. Et forcément, ce qu'on intitule parfois médiation à travers des réseaux sociaux diffère tout à fait sensiblement, évidemment, de certaines autres actions, de certains éléments qui peuvent être
beaucoup plus précis pour des publics beaucoup plus limités et en même temps beaucoup plus structurants par rapport à des questions que ce soit des enjeux de compréhension, d'intégration, d'inclusion, etc., etc. Et en même temps, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, ces questions de médiation, toutes les actions qui nous occupent très largement, évidemment, dans le cadre, notamment, évidemment, de ce master, puisqu'il est inscrit dans un département de médiation culturelle, elles reposent aussi sur des valeurs différentes. Et qu'un certain nombre des actions de musée peuvent aussi transiter à partir de valeurs qui peuvent être totalement opposées. Songez évidemment au rôle du musée qui a pu être extrêmement actif en quelque sorte durant l'entre-deux-guerres à travers l'Italie fasciste ou l'Allemagne nazie et qui a développé des expositions particulièrement pertinentes sur le plan pédagogique, mais évidemment avec des valeurs extrêmes et des valeurs évidemment extrêmement négativement appréciées actuellement, fort heureusement, par rapport à des expositions comme celle sur l'art dégénéré, etc. Cette logique-là, on a pu l'observer aussi à travers d'autres époques où le musée pouvait être un instrument évidemment de présentation du colonialisme et en tant que force vivante et positive. Tout un travail qui actuellement évidemment est totalement déconstruit et qui amène évidemment d'autres valeurs, d'autres transformations qui peuvent être parfois plus ou moins spirituelles, parfois beaucoup plus centrées sur une certaine vision matérialiste et très largement capitaliste, pourrait-on dire, du monde. Chacune de ces actions de médiation, en fait, peut jouer un rôle et s'inscrit et développe un certain type de valeurs qui sont actuellement bouleversées, parce que c'est ça qui est en jeu, évidemment. C'est ce bouleversement, pourrait-on dire, des valeurs. Et c'est cette logique-là, à mon sens, qui apparaît comme le cœur, en quelque sorte, des enjeux de cette journée d'études, à savoir, lorsqu'on parle de vertueux en lien avec le virtuel et le numérique, évidemment, la question est de se dire quelles sont les valeurs qui seront défendues par les musées de demain. C'est évidemment aux futurs professionnels et aux professionnels évidemment en place qui reviendra de répondre et qui conviendra aussi d'agir. Je vous remercie. Merci à tous. Ravi d'être ici avec vous. Et grand merci pour cette invitation. Donc le thème est lancé. Je suis amenée à vous présenter un panorama un peu socio-historique du numérique en musée. Je n'aurai pas de visuel, mais en off, pendant les pauses, on pourra discuter à partir d'un document de synthèse des médiations numériques muséales. Alors nous fabriquons une société informatisée. Et depuis des décennies. L'appropriation sociale et professionnelle des technologies numériques, participatives, immersives, de l'intelligence artificielle aujourd'hui, conduit à des pratiques avec peu de résistance, quelques négociations créatives. Sur les réseaux numériques, les algorithmes pensés pour faciliter l'accès à des contenus personnalisés, également le partage, tracent toutes nos activités. Ainsi, les réseaux, en particulier Internet, configurent nos relations, les relations sociales, les relations aux machines via des plateformes, des médias sociaux, capables de traitement massif des données, en échange d'une offre de services, de contenu, pour communiquer, s'informer, écouter de la musique, regarder des films, organiser ses voyages, faire des achats, découvrir des œuvres, visiter des expositions virtuelles et bénéficier de médiation scientifique. Les usagers des réseaux sont pris dans le tourbillon, selon l'expression de la Commission nationale informatique et liberté de 2023, son rapport avec le LINC, le laboratoire de la CNIL, la numérisation croissante de la vie économique et sociale.
Alors j'ai engagé, comme vous le savez, une recherche, et François l'a rappelé, sur les usages numériques selon une approche sociopolitique, dans un deuxième temps de ma recherche, mais ces 10-15 dernières années. Une approche sociopolitique, donc, pour relier les niveaux macro et micro-sociologiques, donc en particulier dans le secteur des musées. Et c'est sans doute pour cette raison que je suis là devant vous. Les institutions muséales engagent des politiques de numérisation et de diffusion numérique du patrimoine et des sciences. Elles déploient des sites web dépassant les vitrines de leurs ressources. Elles dépassent l'interactivité des années 1990, très travaillée en ce terme. Maintenant, il en est question évidemment, mais c'est complètement intégré, comme d'autres technologies qui ont fait l'objet d'une appropriation professionnelle et sociale. Donc elles s'inscrivent, ces institutions muséales, donc, dans les stratégies de communication étendues, tant pour leur rayonnement que pour le développement de leurs ressources propres. Dans les salles d'exposition, sur les sites web institutionnels, avec des applications et leur présence sur les plateformes de l'économie Internet, l'économie des données, hein, il y a un écho maintenant. Donc les réseaux, les médias sociaux numériques notamment, elles assurent la visibilité d'une diffusion culturelle en renouvellement, avec des médiations participatives, offrant des expériences utilisateurs, le fameux UX que vous devez travailler, qui peuvent relever de médiation et prescription culturelle, avec des technologies de plus en plus sophistiquées. Les reconstitutions 3D, la réalité augmentée, mais aussi dans l'enceinte des musées avec des tables multitouches, des installations multi-écrans. Les usagers veulent s'impliquer, veulent des services personnalisés, des expériences immersives, être surpris au fil de la lassitude de l'hyperconnectivité. Pour une mise en visibilité, les musées cèdent à l'injonction à l'innovation permanente et à l'accélération. Et dans le même temps, inventent la transformation des relations au patrimoine et aux connaissances. La recherche permet de saisir l'ambivalence des usages de tout type de dispositifs numériques, facteurs d'émancipation et de prescription. La réception de contenu est cependant toujours active. Du point de vue des musées, l'ambivalence conduit à une situation entre rapprochement et mise à distance des publics. Récemment, en ligne et dans les lieux culturels, la promesse d'expériences immersives conduit, comme depuis une bonne vingtaine d'années avec les applications mobiles, la réalité augmentée, le participatif contributif du fameux 2.0 désormais intégré, pour ne pas dire dépassé, à proposer et recevoir des dispositifs de réalité virtuelle, de réalité mixte ou dit hybride, le métaverse, et être en contact permanent sur un marché de l'attention. Les capteurs de données, dépassant les données personnelles, puisque allant jusque la déduction, la recommandation, grâce aux actuels systèmes d'intelligence artificielle, sans consentement éclairé, sans parler des biais algorithmiques. Tout est prêt. Retenons que le dispositif ne se réduit pas à une forme de médiation technique. La médiation ne se réduit pas non plus à la transmission. Pour citer Deloche, 2011, la communication unilatérale. Puisque la médiation culturelle produit du sens en fonction du contexte et de la réception. Je poursuis cette citation. Le musée propose aux visiteurs de faire des expériences sensibles. Et ça, c'est votre programme, vous le savez mieux que moi. Les prescriptions inscrites donc dans les dispositifs, y compris dans les environnements pervasifs, avec l'Internet des objets et la géolocalisation, promettent au public d'être acteurs de la visite et de la consultation avec les contenus, les interfaces, les fonctionnalités et avec d'autres usagers, puisque des publics expriment la volonté d'intervenir dans le processus de médiation.
Les musées qui ont désormais une bonne expérience professionnelle des technologies numériques, y compris avec des expériences créatives, avec Muséomix, vous avez dû déjà participer à cette opération de hacking, de hacker le musée. Donc ça a été mis en place en 2011 par des professionnels de musées, avec des partenaires pro-AM, des professionnels amateurs, des institutions et des collectivités territoriales. Donc les musées engagent une rationalisation des interventions de leur public grâce à cette sophistication technique et éditoriale des médiations numériques et consolident leur savoir-faire professionnel. Les technologies informatiques, de la découvrabilité grâce à la structuration des données traitées par les algorithmes de recommandation et également grâce à l'édition qui permet de suggérer des contenus dans le cadre du web des données, le web sémantique dit Web 3.0, dont on parle assez peu. On a beaucoup plus parlé et médiatisé le 2.0, moins le 3.0, parce que justement, ça fait l'objet plutôt d'une appropriation professionnelle plutôt qu'une appropriation sociale, bien sûr au bénéfice des publics. L'actuelle tendance favorable à l'immersif devrait permettre également aux institutions de garder le contrôle des prescriptions, tout en impliquant leur public, si possible tous les publics, dans le cadre du renouvellement de la diffusion culturelle numérique et en faisant évoluer la façon de penser les publics hors les murs. Ça a bien avancé à ce titre. Cette expérience numérique des musées rejoint celle fondamentale de la médiation. Depuis la loi 2002, relative aux musées de France, la question de la médiation est devenue incontournable. Et depuis le 24 août 2022, une nouvelle définition du musée, de l'ICOM, qui a été mentionnée par François Mérès, soutient explicitement l'approche inclusive. Je citerai seulement un passage ouvert au public, accessible et inclusif. Il encourage la diversité et la durabilité. Les médiations numériques mettent en relation les publics, les contenus et les musées. La vague des applications mobiles, par exemple, qui ont éloigné l'audioguide, a ouvert la voie au mouvement interne et externe des contenus muséaux, mêlés à ceux des visiteurs et des publics à distance, dans le cadre du paradigme de l'autonomisation. À distance, sur les réseaux sociaux numériques, les institutions culturelles visent la mise en contact et la participation en ligne avec des likes, des commentaires, mais aussi pour inviter à participer sur le site web institutionnel avec des envois de photographies, des commentaires, des dessins, des témoignages. En musée d'histoire, on le voit très bien. Plusieurs études menées ces 20 dernières années, ça ne rajeunit pas, dans l'enceinte et hors musée, confirment une acceptabilité de l'ambivalence entre plaisir avec les contenus, les innovations numériques et les négociations avec les contraintes techniques et les limites, qui donnent lieu à des critiques qu'on peut relever quand on va à leur rencontre, des critiques quand les visiteurs ou les usagers à distance n'obtiennent pas les contenus désirés, quand ils critiquent ou n'adhèrent pas aux voix, au gameplay, ou se plaignent d'applications à télécharger dévoreuses d'énergie ou trop lourdes. L'époque de l'interactivité des années 90 jusqu'à 2000 et du contributif des années dites donc 2.0, entre 2005, mais surtout en France un peu plus tard, 2010-2020, est révolue. Les musées sont conduits à développer des contenus courts, moins lourds et ludiques. Les usagers du numérique seraient friands d'interfaces intuitives avec des ergonomies similaires à ceux d'autres applications, en dehors donc du secteur patrimonial, les applications des industries culturelles. Des ergonomies donc similaires. Je parlerai d'une similitude de pratique. Également avec les chaînes YouTube. L'épisode du storytelling est intéressant aussi. Quand l'utilisateur, avide donc de mode intuitif, est considéré comme souhaitant des histoires. Mais de façon ambivalente, il cherche également des repères, tout en se référant à ses pratiques culturelles et ses pratiques numériques. La prescription légitime.
Ils sont en outre prêts à accepter d'être tracés pour bénéficier de ces services numériques, tout en revendiquant la protection de leurs données personnelles. Et c'est tout à fait légitime. Les musées composent désormais avec la culture numérique de leur public, visiteurs ou non, afin de concevoir et réaliser leur médiation numérique dans et hors les murs. L'innovation est permanente et transforme le média exposition, qui reste néanmoins une figure majeure de la médiation muséale, tout en instaurant de nouvelles relations entre les publics et les institutions culturelles qui assurent légitimement la qualité des contenus. Les usagers peuvent se laisser guider sans intervenir dans la médiation avec les podcasts, qui sont de bons exemples récents, ou les vidéos en streaming des musées et des amateurs d'art, d'histoire, de sciences. Donc avec le numérique, les musées continuent à prescrire et dans le même temps à innover leurs relations avec les publics qui souhaitent être acteurs donc, de leurs visites et consultations avec le moins d'efforts possible. Cette ambivalence marque l'évolution de la prescription culturelle. L'heure est venue de l'adaptation des contenus en liaison avec les consultations, les algorithmes de recommandation sur les plateformes de streaming, selon le modèle de l'économie des données. Pour éviter le téléchargement des applications et des contenus, il est vrai, avec les premières applications mobiles, que les budgets consacrés étaient très lourds, donc pour financer des travaux déjà effectués. Il s'agissait aussi de contourner l'obsolescence programmée, afin de concevoir des applications durables, tout en répondant à des demandes de scénarios ludo-éducatifs, avec un gameplay en référence aux cas d'usage numérique non reliés au patrimoine, les jeux vidéo notamment, les jeux en réseau, les industries culturelles que je mentionnais. Mais le secteur patrimonial n'est pas susceptible de céder aux environnements propriétaires, engageant des dépendances aux plateformes commerciales. Il n'est pas susceptible de céder. La culture numérique et la professionnalisation relative au numérique au pluriel au sein des institutions muséales sont engagées et des collaborations avec les prestataires et des partenariats s'inscrivent dans le cadre de stratégies interinstitutions, patrimoine et acteurs territoriaux, ou l'exemple du partenariat assez fameux donc, entre le MIT, le Met et le Rijksmuseum pour l'élaboration d'une IA qui calcule les similarités entre les œuvres des collections. Vous avez dû voir ceci. Ces stratégies interinstitutionnelles peuvent relever de l'innovation ouverte, en ne négligeant pas une conception qui inclut les études d'usage et de consultation des publics, visiteurs ou non. Des dynamiques donc de partage d'expériences, de co-conception, de co-fabrication sont mises en place avec l'open data, l'ontologie SIDOC-CRM, on pourra y revenir si vous le souhaitez, pour le partage d'informations sur les collections et la sémantisation des données, l'interopérabilité, stimulant la découvrabilité. Donc, aujourd'hui, l'IA en milieu muséal. Donc, par exemple aussi récent, le musée des arts décoratifs et l'école des chartes pour documenter les collections. Les compétences professionnelles, les partenariats multiples pour mener les stratégies numériques correspondent à des collaborations avec la recherche en sciences et techniques et sciences humaines et sociales. Un contexte favorable pour vous, jeunes diplômés en muséologie. Je vous le souhaite pour la collaboration et les collaborations à venir, présentes, fructueuses avec les musées. Je vous souhaite une bonne journée d'études.